Bonsoir à tous, bienvenue au Centre des Arts donc pour la clôture de ce cycle Belles et Rebelles, voilà, qu'on avait entamé en octobre et on n'avait fait qu'une seule séance en vrai avec vous, c'était Lubitsch, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Et donc voilà, alors, la programmation a été un peu chamboulée, on l'a poursuivi sur Internet, peut-être certains d'entre vous ont suivi voilà, les vidéos qu'on a postées. Et puis voilà, on a un peu fait le programme, recomposé le programme au fur et à mesure. Et puis il y avait ce film, donc Boule de Feu, qui est un film qui n'est pas beaucoup vu, je pense, y compris en DVD finalement, et encore moins au cinéma. Et donc on se disait, ça serait vraiment génial voilà, de finir dessus, et c'est pour ça on l'a déplacé voilà, en fin de cycle, plutôt que le Tarantino d'ailleurs, qui devait conclure le cycle. Voilà, donc je pense qu'on a bien fait quand même. Si vous ne le connaissez pas, enfin moi je l'ai découvert grâce à Charlotte, il n'y a pas longtemps du coup, et c'est vraiment un film génial. Donc avec la Belle et Rebelle donc, du titre, c'est Barbara Stanwyck, qui est extraordinaire, bon, Gary Cooper, tout ça. Charlotte va vous en parler beaucoup mieux que moi, je vais lui passer la parole. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre Oui, l'année prochaine, enfin un peu de teasing quand même, Charlotte nous fait le plaisir de continuer avec nous, et donc on va vous proposer une programmation comédie musicale saison 2, voilà, parce qu'on s'est dit voilà, qu'il fallait un peu de baume au cœur voilà, pour sortir du Covid. Donc on vous mettra toutes les infos sur le site internet. Et dernière chose, on va comment dire, mettre à disposition tous les enregistrements qui ont été réalisés avec Charlotte au cours des différents cycles. On va les rendre disponibles sous forme de podcast sur internet. Donc on mettra les liens prochainement, ça va prendre un peu de temps à diffuser tout ça, mais vous pourrez les trouver. Voilà. Donc, excellente soirée à vous, et Charlotte, ravie de te revoir parmi nous, voilà, en vrai. Oui, merci Jean-Paul, et merci d'être là aujourd'hui. Oui, je suis très contente de revenir en salle avec vous, qu'on ait choisi Boule de Feu, voilà, pour avoir cette énergie de juin, et puis la garder jusqu'à la saison prochaine, et effectivement cette deuxième saison de comédie musicale. En fait, on va pas montrer de film, on va danser et chanter nous-mêmes. Non. Alors, Barbara Stanwyck, je suis aussi très contente qu'on termine avec elle, parce qu'en parlant d'énergie, c'est vraiment quelqu'un qui a cette énergie-là, alors qui vient aussi de la danse, puisqu'elle a commencé au Ziegfeld Folly, dans la revue Ziegfeld à Broadway à 16 ans. Et puis c'est quelqu'un qui a commencé aussi, deuxième chose que j'adore chez cette actrice, quand même à la fin des années 20, avec Frank Capra, dont elle était la compagne pendant quelques années. Et vraiment, parmi les premiers Capra parlants, il y a toute une série de films avec Barbara Stanwyck, peut-être qu'on en montrera un jour. C'est pas tout à fait au début de sa carrière, mais quasiment. Et ils sont assez peu montrés aussi en France, comme Ladies of Leisure ou Forbidden, j'ai oublié ou surtout The Miracle Woman, où elle joue une prédicatrice. C'est un très beau film. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu une longue carrière, qui a des chefs-d'œuvre à son actif, y compris même donc avant ce film-ci qui date de 41, et notamment, je crois que son premier chef-d'œuvre, son premier rôle vraiment immense, c'est Stella Dallas, ce film de King Vidor de 1937, et un jour on fera des mélodrames hollywoodiens et on vous le montrera. Et puis là, donc, si vous avez vu L'homme de la rue de Capra, justement, en 1940, c'est un an avant celui-ci, et elle est déjà la partenaire de Gary Cooper. Et c'est un couple qui fonctionne bien parce que ils ont une énergie, on pourrait dire complémentaire, et non pas, c'est pas la même qui marche ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira là-dedans. Et puis la dernière chose qui fait que, enfin il y en a d'autres, mais qui fait que je suis très contente qu'on présente ce film-ci, je parlais d'énergie, c'est que c'est un film de Howard Hawks. Alors si vous avez suivi des cycles précédents, on en a déjà montré, notamment L'Impossible Monsieur Bébé, on l'a montré, enfin on en a parlé en ligne cette année. Mais c'est effectivement d'habitude quelqu'un qui a un rythme encore plus effréné peut-être qu'ici, mais vous allez voir que la question dans la comédie du rythme, c'est quelque chose qui est même thématisé, c'est vraiment quelque chose de très important et qui est évidemment ressenti
par nous aussi spectateurs. Donc même quand c'est pas des films musicaux, vous voyez que le rythme et la rapidité, la vitesse, c'est quelque chose qui importe beaucoup chez Howard Hawks et qui joue aussi dans les rapports hommes-femmes. Bien entendu, on en parlera peut-être après. Donc voilà, bon film. C'est le film qui est réalisé chez Hawks juste après La Dame du Vendredi, His Girl Friday, avec Cary Grant et Rosalind Russell, où là aussi ça débite très très vite les dialogues. Donc vous voyez là, c'est plus une comédie un peu plus légère, mais j'espère que vous reconnaîtrez le biopic d'Alain Ray, que c'est également l'Alain Ray américain, puisque c'est une histoire de dictionnaire qui est aussi l'un des aspects très savoureux du film. Voilà. Bon film, et puis je vous retrouve après. Oui, non, ce qui m'intéressait dans le film, c'est principalement ce qui se met en place entre les mots et le corps, disons. Merci. Et cette façon dont il y a un anti-intellectualisme, disons, très américain, et qui est aussi propre apparemment à Hawks, mais en fait qui est assez complexe, qui est assez élaboré, puisque si vous avez vu par exemple La Dame du Vendredi, His Girl Friday, c'est un rédacteur en chef et des journalistes, et en fait c'est très technique quasiment dans la façon dont le métier est montré, avec quelque chose de très élaboré dans ce que c'est que de préparer un article sur un sujet grave qui est la peine de mort dans La Dame du Vendredi. Et ici, c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui est intéressant toujours chez Hawks, c'est la façon dont il y a des métiers qui sont quand même détaillés. C'est-à-dire que c'est pas juste une satire de ces intellectuels détachés de la vie extérieure, même si c'est évidemment une variation sur Blanche-Neige et les 7 nains, vous l'aurez remarqué. Donc il y a le côté un petit peu fable, délibéré dans ce type d'humour, mais en même temps, parce que c'est Hawks, c'est pour ça que le film est aussi un peu long, c'est qu'on a les détails de cette vie-là. D'abord dans le décor, on a ce décor principal intérieur dans la première partie, toute cette bibliothèque, c'est extrêmement détaillée. Et puis quand même toutes ces discussions sur l'encyclopédie, etc. Et il me semble qu'il faut ces détails, il faut ce texte et ces dialogues très ciselés. Et vous aurez remarqué que le scénario est de Charles Brackett et Billy Wilder, ce couple de scénaristes qui ensuite, bien sûr, Billy Wilder était aussi devenu réalisateur au milieu des années 30, qui a aussi écrit d'ailleurs ce couple de scénaristes qui a écrit aussi Ninotchka de Lubitsch qu'on avait passé. Et là, on reconnaît la touche de Wilder, parce que toutes les comédies de Wilder sont aussi des comédies, des comédies sexuelles, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est quand même toujours cette question de la gravité, du poids du corps. On pourrait dire qu'on ne peut pas... c'est incontournable. C'est pas une histoire d'amour éthérée. Il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre du corps qui puisse remonter au cerveau de cet homme joué par Gary Cooper. Et tout le film, c'est ça. C'est-à-dire jusqu'à la fin, où il est encore à essayer de boxer en lisant comment on boxe dans un livre. Et où il finit par jeter le livre et par aller chercher au fond de sa propre pulsion de colère et de désir pour la femme que l'autre a prise. Voilà. Donc le film travaille comment remettre de la pulsion ou comment rentrer en contact avec ça à partir de cette intrigue assez drôle. C'est pour ça que je disais Alain Ray, c'est l'Alain Ray américain. Voilà, comment sortir d'un monde qui serait qu'un monde de mots et qui nous protégerait de l'autre sexe. Voilà, toute cette peur des femmes, même si c'est... Alors c'est vrai qu'on imagine moins un autre acteur que Gary Cooper, parce qu'il a cette persona d'être très, très droit, comme ça, très grand. C'est pas un hasard si c'est les 7 nains et lui. Enfin, lui très grand, et qu'il a là quelque chose d'un peu rigide. Ça va avec ce personnage qui
qui est pas du tout dans son corps, qui sent pas vraiment. Et puis, je trouve que ça fonctionne bien. Justement, je disais qu'ils sont complémentaires avec Barbara Stanwyck dans tout de suite le rapport qu'elle a à une. C'est pas seulement une sensualité ou une beauté, c'est vraiment le rythme. C'est pas un hasard si on la voit avec quand elle rentre son numéro, c'est boogie, c'est quoi, c'est drum boogie, hein, voilà, avec Gene Krupa, le batteur et son groupe. Voilà, c'est cette question du rythme, c'est quelque chose qui n'est pas qui parle aussi du cinéma évidemment, et dans d'autres films de Hawks, c'est encore plus marqué sans doute les coups d'accélérateur. Là, il y a quand même une sorte de ventre mou, on pourrait dire, du film. Et du coup, on est presque surpris quand les mitraillettes se déclenchent à la fin et qu'il y a une espèce de violence, d'impact comme ça, parce qu'on avait oublié que cette question du rythme et du rythme frappé était là depuis le début, dans ce qui est quand même, pour moi, le début est assez étincelant. Je ne pense pas seulement au costume de Stanwyck, mais vraiment dans toute la séquence au cabaret, je la trouve assez exemplaire. Avec en fait le numéro qui revient 2 fois. Donc la première fois avec vraiment le batteur qu'on voit physiquement, athlétiquement jouer, lui qui en contraste note le titre du numéro comme ça, voit que les autres bougent. Mais lui, il n'y a que ses mains qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger. Et puis ensuite, cette espèce de mini-numéro avec les boîtes d'allumettes, et où là aussi, c'est-à-dire c'est complètement inattendu. C'est aussi pour ça que le film est long, et aussi pour ça, d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est un film d'auteur à l'intérieur d'Hollywood. C'est-à-dire qu'il a une espèce de longueur qui n'est pas tout à fait standard. On sent bien qu'il y a des choses qui sont... parce qu'on ne sait pas toujours où ça va. Et dès le début, le fait de refaire ce petit numéro avec la petite boîte d'allumettes, ce qui est, à la fois, on pourrait dire, c'est un truc de cabaret, c'est-à-dire que ce numéro, il existe comme ça, sans doute, et en même temps, non, puisque c'est impossible dans une grande salle comme ça que tout le monde y ait accès. Donc en fait, c'est un numéro, c'est un peu comme dans Chantons sous la pluie, on se dit mais ça, ce serait pas possible sur scène, c'est possible seulement au cinéma. D'une certaine façon, pour moi, cette deuxième partie avec les allumettes, ça nous est donné à nous, seulement spectateurs de cinéma, en petit comité autour d'eux. Et c'est impossible à vraiment d'y accéder si on n'était pas au cinéma. Donc c'est aussi une façon de sans le montrer, sans faire des grands effets de mise en scène, parce que Howard Hawks, il y a une transparence de la mise en scène chez lui, c'est jamais montré, c'est jamais théorisé que c'est un film et que la mise en scène, il faut faire des effets de manche. Et en même temps, quand on y réfléchit, ce serait impossible pour nous de voir ce numéro avec, à la fin, les 2 allumettes qui s'allument parce qu'on a gratté et ensuite qui sont soufflées. Et donc là, il y a quelque chose quand même de beaucoup plus complexe que simplement c'est la variation sur Blanche-Neige et les 7 nains et le côté un peu fable d'initiation de cette espèce de puceau de 40 ans qui est Gary Cooper, me semble-t-il. Mais il faut justement ce côté un peu bizarroïde du film par rapport à des films qui sont plus classiques, plus... disons, plus rapide aussi, plus resserré. Il y a ces moments, et notamment tous les dialogues aussi du début avec tout le vocabulaire. Alors si on comprend l'anglais, c'est plus drôle, je dirais, mais quand même la traduction fait des efforts pour, avec bien sûr cette idée aussi que peut-être que le corps est plus présent, ça c'est évidemment... discutable et peut-être une idéalisation du peuple, mais disons que le peuple serait plus à même de rendre la réalité du monde. Ça, c'est une grande question, y compris du réalisme au cinéma, et que Capra a aussi montré. Est-ce que l'homme de la rue serait plus à même, là, dans son vocabulaire, de rendre quelque chose de la complexité du monde, des sentiments, de la vraie vie, quoi, alors que les autres sont dans l'espèce d'armoire à naphtaline, avec leur gouvernante. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, si certains l'avaient vu, mais peut-être pas quand même, parce qu'il n'est pas très...
très montré comme film, mais je pense que vous avez vu d'autres films de Hawks, sans doute. Peut-être aussi L'homme de la rue de Capra. Impossible, Monsieur Bébé. On avait passé ici, mais il y a quelques années déjà, on avait passé Le Grand Sommeil avec Jean Douchet. Oui. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, bien sûr, de Hawks, c'est qu'il vient aussi d'autres genres. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait que des comédies, il a fait aussi des westerns, et il a surtout son premier chef-d'œuvre, c'est quand même Scarface, au début des années 30. Et donc, le film, là, fait se rencontrer, alors je dirais presque au ralenti, parce que si vous avez vu Scarface, c'est un film extrêmement violent, justement, l'impact est très fort. Là, c'est comme étiré, parce qu'il y a cette intrigue avec les gangsters, mais dont on se dit, c'est quand même osé d'articuler les deux. Il y a quelque chose alors, qui ne fonctionne pas d'une certaine façon, parce que sans doute la violence du monde des gangsters est, me semble-t-il, un peu atténuée et un peu mangée par le côté pâteux, disons, du groupe d'encyclopédistes. Il y a quelque chose qui ralentit cette vraie violence, mais on voit à l'état d'intention cette friction, cette espèce de mise en rapport. On pourrait dire improbable, mais après tout, non, c'est la femme qui fait le lien entre deux mondes, et dont un serait... J'allais dire, au début, on se dit que le monde des gangsters, c'est la réalité, c'est-à-dire que ces intellectuels, les sept nains, sont hors du monde, etc., sont dans leur tour d'ivoire, et les gangsters sont du côté de la réalité, c'est-à-dire de la mort, c'est-à-dire que quand on tire avec un pistolet, on tue pour de vrai, donc il serait l'espèce de, on dit wake-up call par rapport à la réalité, les gangsters. Et en fait, me semble-t-il, à la fin, on se dit, mais non, ces deux faux mondes qui avec leurs règles tout aussi coupées du monde. Et d'une certaine façon, les gangsters perdent au jeu, parce que c'est aussi un jeu, leur monde. Et c'est aussi un monde de petits garçons, simplement violents, mais pas plus réel, me semble-t-il, que le monde qui nous est montré au début sous cloche. Il me semble. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a les deux bagues. Enfin, il y a une espèce de symétrie qui est montrée entre ces deux groupes d'hommes qui ont chacun un problème, qui est de ne pas avoir assez de femmes, pas avoir assez de composantes féminines, on pourrait dire, dans leur... Ouais. Attends, Martine, si tu veux pouvoir écouter le podcast plus tard, il faut que tu acceptes de parler dans le micro. Tiens. Merci. La différence entre les deux mondes, c'est que l'un joue avec les armes et l'autre avec les mots. C'est pas tout à fait les mêmes. Enfin voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement les mots qui sont dans les livres, à la fin, il reprend le geste de Barbara et il met les mots, les livres sous les pieds. Oui, c'est très beau, c'est-à-dire, et ça c'est très Lubitsch d'une certaine façon. En tout cas, je pense que c'est aussi Wilder qui, quand il écrivait pour Lubitsch, a travaillé ça avec lui, mais il a appris d'abord de Lubitsch. C'est cette idée de transformer les mots en objets, d'une certaine façon. Chez Lubitsch, vous avez des mots comme ça qui restent, Tchécoslovaquia, Constantinople, etc., qui circulent même dans plusieurs films, à travers plusieurs films, et inversement, de faire que les objets, enfin de détourner les objets, ou en tout cas de leur donner une signification qui n'ont pas. Alors là, ce serait les livres en tant que c'est un ensemble de mots, de les objectiver, d'en faire des objets. Et par exemple, quand il montre quel est ce philosophe, je ne sais plus, hein, c'est pas Aristote, mais elle voit des gros volumes d'un philosophe, philosophie grecque, elle dit j'ai les mêmes, mais dedans il y a une radio. Donc elle a les mêmes, mais en faux, quoi, en faux livre avec une radio dedans. Cette idée que en fait tout ce qui est de l'ordre des mots, de l'abstrait, de l'intellectuel, en fait, elle le retransforme en objet. Donc un livre, ça sert à quoi ? Ça sert à embrasser. Et ça sert à embrasser, pas en lisant un roman d'amour, mais en grimpant dessus, et comme ça, on arrive à la hauteur de la bouche. De même que les mots, quand elle lui enseigne le mot miam miam, ça sert à embrasser. Donc c'est cette idée de comment rendre performatif des mots qui sont simplement coincés dans leur univers de mots, et qui n'arrivent pas
à avoir un impact, disons, sur, j'allais dire, pas seulement le réel, mais enfin, le corps de l'autre, quoi, ou son propre corps. Et donc tout le film est quand même là-dessus, parce que c'est par hasard si parmi les spécialistes, c'est toujours... Il y a le spécialiste du sexe, il y a celui qui est spécialiste de botanique, qui en fait essaye de dire que birds and bees, hein, donc qui essaye d'expliquer la sexualité avec des métaphores botaniques, etc. Donc en fait, tout tourne autour du corps. Il y a Freud, il y a celui qui est spécialiste de Freud. À chaque fois, c'est quand même tourner autour de la sexualité, mais être coincé dans une espèce de grille de lecture, quoi, d'être coincé dans les mots et pas arriver à se lancer physiquement là-dedans. Et lui, il parle très peu, d'ailleurs, au début. Cooper, oui. Ouais. Finalement, il travaille sur les mots, mais il parle très peu. Ouais. Et puis, c'est sa persona d'acteur. Il est connu déjà à cette époque, enfin même beaucoup, ça fait longtemps qu'il est connu pour être très laconique comme acteur. Ouais. Et effectivement, on pense à Scarface, d'autant plus qu'il a une balafre. Dana Andrews. Et puis aussi, à Seuls les anges ont des ailes, ce côté, bon, c'est pas Barbara Stanwyck qui fait le rôle, mais ça aurait pu être elle, je trouve, dans Jean Arthur, le rôle de c'est Jean Arthur qui fait le rôle. Et il y a ce côté, comment dire, à la fois qui décrit un milieu, puis en même temps, il y a toujours un petit peu de drôlerie comme ça aussi, parfois des légèretés. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, il se moque des deux, comme vous disiez tout à l'heure, il décrit deux milieux, le milieu des intellectuels et puis le milieu de la mafia, qui est, bon, ils ont leur code chacun, mais en même temps, ils s'en moquent, on a l'impression, avec amour pour les deux, quoi. C'est pas... Oui, parce que je pense que c'est pas tant qu'ils se moquent, qu'ils montrent les limites d'une sorte de virilisme, malgré tout, des deux côtés. C'est-à-dire, il y a la virilité des vieux garçons, disons, qui ont peur des femmes. Enfin bon, on voit bien, parce qu'il y a quand même ces scènes assez drôles de terreur. C'est-à-dire, quand elle s'approche de lui, quand elle lui... Ça va assez loin. Hein. Et d'ailleurs, Barbara Stanwyck est connue pour les films qu'elle faisait dans la période pré-code, hein, donc au début des années 30, avant que le code de censure interne au studio n'intervienne, pour des choses assez osées. Et quand même, quand elle lui tend sa jambe, elle lui demande de regarder dans sa bouche, etc. C'est quand même extrêmement explicite, et donc on voit, et donc il filme Cooper littéralement terrorisé, ou bien quand il s'enfuit, quand il monte l'escalier, voilà. Bon, ça c'est assez drôle parce que ça devient du burlesque quasiment. Donc cette virilité très qui n'a pas ouvert son anémone, les pétales de l'anémone. Et puis de l'autre côté, ce monde où la virilité est, comme vous dites, est complètement codifiée. On joue au dur en permanence. Alors c'est vrai que si vous avez vu Dana Andrews après, dans juste les années après, chez Preminger notamment, son plus beau rôle sans doute, Laura de Preminger en 1944, où il joue, alors là, beaucoup plus un inspecteur de police, dans Mark Dixon, détective aussi, où il joue un détective privé. Il n'est pas aussi dur. Il a cette dureté en lui, et il essaye de la contenir. Et justement, les deux films de Preminger travaillent ça de manière très, très complexe autour du personnage. Là, c'est le gangster, et on ne va pas trop chercher, parce qu'avec Hawks, c'est pas un cinéma très psychologique. C'est quand même un cinéma beaucoup plus, on pourrait dire, mécanique. Alors ça peut être une critique d'ailleurs, la contre. C'est quand même plus mécanique dans sa structure, dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont les sexes interagissent, s'opposent, s'inversent, dans la façon dont les hommes sont toujours un peu handicapés d'une façon ou d'une autre. Ils sont dans des situations, disons, ils sont empêchés, voilà. Mais c'est un peu plus mécanique que des cinéastes qui explorent, qui creusent quelque chose de plus mystérieux ou psychologiquement complexe, je dirais. C'est peut-être ça la limite du cinéma de Hawks, qui a fait aussi, je pense que vous avez vu d'autres de ces comédies, alors là beaucoup plus, par exemple Chérie, je me sens rajeunir, enfin des choses où il y a des situations clownesques, même Les hommes préfèrent les blondes. Il y a quelque chose de grinçant dans la façon dont les femmes sont présentées comme des chercheuses d'or, des chercheuses, des croqueuses de diamants assumées. Enfin, c'est quelqu'un qui peut
paraître caricatural d'une certaine façon dans la façon dont il écrit les personnages. Donc c'est pas du tout un cinéma psychologique, me semble-t-il. D'où l'importance aussi des objets, du coup, de tout ce qui est extérieur d'une certaine façon. Donc les objets, les décors, les personnages secondaires, voilà, tout ça a une importance parce que on cherche pas à l'intériorité. Alors il y a des points, il y a des moments qui sont d'ailleurs aidés par la qualité de la photographie, hein, de la direction de la photographie signée Greg Toland, donc le directeur de la photographie entre autres de Citizen Kane. Et notamment me reste en tête ce plan rapproché d'elle quand elle l'écoute dans le noir, quand il croit qu'il parle à Professeur Audley, quand il rentre dans le bungalow numéro 9-6, et où vraiment elle est éclairée entièrement en noir avec juste les yeux comme ça qui écoutent. C'est assez frappant. Il y a comme ça des moments où l'émotion est travaillée, et évidemment il ne faut pas se rater quand ce sont les plans rapprochés sur elle qui est en train de changer, parce que l'enjeu est là. L'enjeu, ce qui arrive comme initiation amoureuse à Gary Cooper, c'est quelque chose dont on voit le déroulement. Ce qui arrive à elle, c'est un peu plus difficile à faire passer, je dirais plus intéressant dans le film, et qu'elle-même prononce le mot de traîner, hein, quand il dit vous avez sans doute un mot pour ça, et pour une fois c'est pas lui qui dit le mot, et c'est elle. Voilà, là il y a une espèce de moment moral qu'il faut pas rater, parce que sinon l'histoire elle-même ne peut pas tenir. L'histoire de leur union ne peut pas être même désirée par le spectateur. Donc c'est vraiment un archétype aussi, la gangster molle, la fille à gangster. Donc c'est vraiment deux genres qui doivent se rencontrer, la comédie screwball et le film de gangster, et voilà comment ils arrivent à se rencontrer. Alors oui, un peu mollement justement, mais en même temps c'est cette espèce de parcours un peu tordu qui est intéressant, le burlesque, le côté un peu fable avec les 7 nains et la gouvernante aussi. Voilà, comment tout ça est négocié à l'intérieur de ce film un peu bizarroïde. C'est ça qui nous a... Enfin, il me semble, quand on l'a choisi. Blanche-Neige, on peut imaginer que c'est Gary Cooper, c'est lui. Oui, j'y ai pensé. C'est le naïf, c'est l'innocent, c'est... Oui. Ouais. C'est les deux. Enfin, je pense que c'est à la fois elle et lui. Oui. Mais clairement, il n'est évidemment pas montré comme l'un des 7 nains. D'abord, ne serait-ce que... Il a bien choisi tous les autres plus petits que Cooper. Et on trouve ce revirement de personnages féminins. Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant comment on peut passer comme ça, de la traînée. Bon, c'est un film, c'est une fiction, mais on le retrouve de façon plus tragique dans L'Ange des Maudits de Fritz Lang. Ouais. Où c'est pareil, bon, on se demande comment elle peut revirer comme ça alors qu'elle a construit toute sa vie autour de ça. Et là, c'est un peu la même chose. En même temps, on a envie d'y croire, évidemment. Oui, et il me semble que justement, du fait que ce n'est pas un cinéma psychologique, j'allais dire, si on est pris dans cette mécanique d'écriture, on y croit plus, d'une certaine façon. Parce que justement, il y a un côté impermanent de la psychologie et des personnages. C'est-à-dire que les personnages évoluent et font leurs choix aussi au gré de leur environnement, de ce qui arrive, etc. Et donc, il n'y a pas d'essentialisation morale. Moi, c'est plutôt ce que j'aime bien. C'est-à-dire qu'une femme, c'est pas parce qu'elle s'est comportée de telle façon qu'elle est, voilà, par essence, ça va être une traînée. Voilà. Je pense que idéologiquement, c'est un cinéma qui est contre ça. Donc ça, c'est plutôt... alors peut-être Lang, peut-être plus d'ailleurs. Il fait plus prendre une essence, enfin une espèce de nature humaine. Ça, je pense que Jean Douchet en a peut-être mieux parlé. Moi, j'ai moins approché Fritz Lang. Il me semble beaucoup plus clair chez Hawks que c'est le mouvement, c'est l'énergie, c'est la mécanique des corps, c'est la mécanique des interactions entre les corps, hein, vraiment comme si c'était des machines, évidemment des machines sentimentales et pensantes, mais du coup, c'est plein d'espoir d'une certaine façon sur la transformation perpétuelle. Alors elle dit, oui, j'ai été une traînée, mais en même temps, on sait bien que voilà, c'est une fois qu'on l'a dit, d'une certaine façon, on peut avancer
et être autre chose. Et c'est ça qui est assez plaisant dans ce cinéma. Et si vous avez vu La Dame du Vendredi, c'est ça, c'est-à-dire que elle arrive, elle dit, Rosalind Russell dit, voilà, j'ai été l'excellente journaliste de ce journal, j'ai tout couvert, j'ai tout fait, etc. Maintenant c'est fini, je vais être une femme au foyer, je vais me marier, au revoir, je vous laisse avec vos histoires de peine de mort à couvrir, etc. Et évidemment, au moment où elle dit ça, à toute la rédaction, on sait, nous, on comprend qu'elle a tellement de plaisir à ne serait-ce que le dire à ses collègues et à être avec eux dans la salle de rédaction que voilà, on sait qu'elle va remettre une pièce dans le jukebox et qu'elle va à nouveau devenir autre chose que la femme au foyer qu'elle a déclaré qu'elle allait être en se mariant. Donc c'est ça qui est assez beau dans ce cinéma, c'est que on n'a jamais fini de se transformer. Et même encore plus quand on dit qui on vient juste d'être, quoi. Donc c'est pas du tout conservateur, je dirais, dans ce sens-là. Et ça rejoint quand même l'esprit et de Wilder et de Lubitsch. Je vous rappelle Wilder qui a énormément mis en scène de personnages de prostituées, hein, et chez qui les rapports entre les gens sont souvent prostitutionnels, et où en fait c'est pas du tout une condamnation des personnages féminins qui se prostituent, jamais. C'est jamais des personnages qui ne se définissent que par cet aspect ou que cet aspect condamnerait moralement, jamais. Donc il y a ça, il y a cette composante aussi de Wilder, me semble-t-il, là-dedans. Et puis si vous vous souvenez de certains Lem Show, finalement on l'a pas passé, on devait le passer, puis ça n'est que ça, certains Lem Show, donc là, réalisés par Wilder, ça n'est que ça, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à se transformer. On se transforme, on se déguise en femme pour sauver sa peau, parce que sinon on va être tué par des gangsters. Et puis en fait, ça nous apporte quelque chose d'autre. Voilà, ça n'est jamais fini, on n'a jamais fini, on est en kit, quoi. On est tout le temps en recomposition possible. Oui, d'ailleurs, dans Seuls les anges ont des ailes, les deux personnages féminins, finalement, se transforment beaucoup. Enfin, peu importe dans quel sens, mais c'est vrai que oui. L'homme se féminise, disons, et la femme se virilise. C'est souvent cette légère inversion comme ça qui a lieu et qui est importante, parce que sinon, effectivement, chacun serait figé dans des stéréotypes voilà, qui sont... Bon, sur lesquels on peut jouer par ailleurs, mais il faut que ce soit en transformation possible et qu'il y ait un échange possible, sinon quelque part la machine s'arrête, enfin la vie s'arrête, l'énergie qui fait que l'histoire avance, y compris l'histoire d'amour, s'arrête, quoi. C'est la même chose pour les mots. Il s'en rend compte, puisqu'il se rend compte que son dictionnaire d'argot il est dépassé depuis longtemps et il est obligé d'aller dans la rue pour... Ouais. Ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus réussi du film. Alors, le problème, c'est que c'est toute la première partie. Donc, c'est ça qui fait que c'est un problème. Mais quand même, cette idée que les mots, c'est pas seulement que le vocabulaire est caduque. Bien sûr, le lexique est caduque. Mais ça veut dire qu'il a raté quelque chose de la vie, de l'amour, de la société, de certaines classes sociales. Donc, c'est grave. Et il le dit d'ailleurs. Il dit c'est catastrophique, messieurs. C'est pas seulement une histoire c'est les mots d'il y a 20 ans. C'est toute la vie, en fait, qu'il n'a pas intégré. Donc c'est quand même une prise de conscience dès le début du film, alors peut-être un peu trop tôt, d'une certaine façon, dans l'écriture de l'histoire, mais qui est en fait une prise de conscience philosophique, existentielle, à partir de simplement cette constatation que l'argot, il a changé et qu'il faut le mettre à jour. Oui, pour revenir sur le rapport dont vous parliez au début, sur les deux groupes d'hommes, les vieux intellos d'un côté et les gangsters de l'autre, l'intellect, le corps, la faiblesse, la force. Il y a un parallèle qui est amusant. Quand ils sont prisonniers dans la bibliothèque, ils se mettent à discuter entre eux pour essayer de gagner du temps et de sortir du piège, et les gangsters s'amusent à tirer sur les lustres. Donc là, c'est la force qui éclate. Et inversement, quand les intellos arrivent dans la salle où doit se dérouler le mariage, ce sont eux qui sont armés et qui tirent. On sent qu'ils s'amusent d'ailleurs à tirer.
Et les gangsters sont... Un retournement, une sorte de retournement. Oui, mais de ça, parallèle assez amusant. Oui, parce que c'est vraiment des figures d'écriture. D'ailleurs, on voit le scénario, c'est-à-dire qu'on se dit ah oui, tiens, ça c'était la scène, il a pris la scène, et puis c'est l'inverse. Et à la limite, là, les armes dans la scène où il boxe, l'arme c'est le livre. Alors, il s'avère que c'est une arme enrayée, on pourrait dire, le livre sur comment boxer. Mais d'une certaine façon, il est utilisé vraiment comme une arme, c'est-à-dire qu'il tient le bouquin jusqu'au dernier moment où il va devoir vraiment jouer du coup de poing. Donc effectivement, ce jeu d'écho, il est vraiment écrit. Il est vraiment, c'est aussi ça. L'écriture de Brackett et Wilder est assez visible, plus que la mise en scène de Hawks, plus que ce qui seraient des mouvements très élaborés de caméra ou des choses comme ça. C'est quand même beaucoup plus ces situations-là de parallélisme et de jeu d'écho et qui sont excellentes aussi quand c'est Ben Hecht pour La Dame du Vendredi. Mais je veux dire, c'est ça le classicisme aussi hollywoodien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un système très, très élaboré, une structure. Et justement, puisque tu parles de l'écriture, moi je voulais faire un peu, je sais pas, l'avocat du diable en disant que est-ce qu'on peut pas lui reprocher un petit peu quand même à Wilder et à son co-scénariste de trop écrire, parce qu'autant on voit pas la mise en scène de Howard Hawks et elle est très fine, mais est-ce qu'on peut en dire autant de l'écriture de Wilder? Et j'adore Wilder, mais quand même. Oui, c'est pas un léger, Wilder. Même, je veux dire, même pas seulement dans le sens, je veux dire vraiment dans la structure, comme l'histoire de ah oui, on répète la scène et puis tous les bons mots qui tombent toujours de manière très percutante. C'est génial, ça fait rire, mais quand même c'est très écrit. Oui, parce que ce qui nous manque, je pense, c'est de l'accident, on pourrait dire, de quelque chose qui serait flottant comme ça et qu'on remarquerait. Et que quelqu'un, mettons comme Renoir, voilà, puisqu'on a parlé de Renoir ces dernières années aussi, arrive à faire. C'est-à-dire que c'est écrit, Renoir, il y a une histoire. Évidemment, il y a des histoires, il y a des personnages, etc. Mais on a l'impression qu'il arrive à maintenir quelque chose de tremblé, disons, de s'ouvrir à une forme de hasard ou d'accident, et qu'il arrive à l'intégrer. Et ça passe quand même beaucoup par la mise en scène, mais aussi par une certaine légèreté d'écriture ou de la façon d'écrire les dialogues. Bon, là, je suis d'accord, on n'est pas dans cette... Tout est un peu statique dans le sens où effectivement c'est préécrit et ça se déroule. Donc ça c'est le mauvais côté, disons, d'un certain classicisme hollywoodien et en particulier, oui, peut-être de l'écriture de Wilder. Je sais pas, je pense que ce qui nous sauve de ça, quand même, c'est le personnage joué par Barbara Stanwyck. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, il y a une espèce de force chorégraphique. Le costume aussi élaboré par Edith Head qui est éclairé d'une certaine manière, bien sûr, parce que quand elle enlève son manteau de fourrure à l'intérieur de la bibliothèque, vous imaginez bien que en réalité il ne brille pas autant de mille feux, donc ils ont dû mettre des énormes projecteurs et d'ailleurs ça se projette même sur son visage, vous savez, c'est des espèces de réflecteurs sur son propre visage, et ça c'est écrit en écho, puisque vous parliez d'écho des différentes scènes, fera écho la scène où grâce au microscope, grâce à la lentille du microscope, ils arrivent à faire brûler la corde du tableau de Lincoln qui va tomber. Ce jeu de lumière, quelque part, il nous reste en tête, imprimé comme ça. Donc il y a quand même ces petites choses assez fines qu'on n'est pas obligé de conscientiser vraiment, mais qui sont là. Mais il me semble qu'elles sont quand même beaucoup amenées par elle, c'est-à-dire... oui, par une forme de vivacité, d'humanité très grande qu'il y a dans les expressions de son visage, dans la façon dont elle bouge, dans la façon dont elle porte les vêtements qu'elle porte, et qui, l'année précédente, était assez éclatante dans le film qu'on a passé ici il y a quelques années, et qui est Un cœur pris au piège, de Preston Sturges, de Lady Eve, où elle joue cette arnaqueuse de transatlantique qui va jeter son dévolu sur Henry Fonda, puis ensuite prétendre être une Anglaise. Là, on voit que c'est ce rôle-là aussi, parce que chez Hawks, il y a toujours de la manipulation, chez Sturges aussi, mais c'est une manipulation innocente. Il arrive à faire que
la femme manipulatrice ne soit pas une femme fatale, ne soit pas... voilà, que ce soit Ève, effectivement. Et il y a aussi l'allusion là, à la pomme, qui était le générique du film de Sturges avant, la pomme, voilà, la tentatrice, etc. Mais c'est une espèce de... Oui, de manipulation innocente. C'est-à-dire qu'elle arrive à le jouer, et elle le joue exactement comme ça aussi l'année précédente chez Capra, où elle arnaque complètement en tant que journaliste. Elle exploite ce clochard qui est joué par Gary Cooper pour en faire un papier impactant. Et pourtant, on arrive à s'attacher au personnage. Donc ça, quand même, c'est un tour de force. Et je pense que c'est pas dans l'écriture, ni de Wilder, ni rien. C'est vraiment dans le travail de Stanwyck et de la façon dont elle nous est montrée bougeant. Donc là, c'est vraiment comment on filme quelqu'un qui arrive et qui bouge à l'intérieur d'un monde complètement statique, complètement poussiéreux. Et d'ailleurs, même Gary Cooper le dit, de la poussière s'est accumulée. J'ai passé mon diplôme de Princeton à 13 ans, et donc depuis, de la poussière s'est accumulée sur mon cœur. Donc ça, ce mouvement-là, quand même, le film, je trouve, arrive à le capter, quoi. Mais c'est vrai que ça suffit peut-être pas à alléger Wilder. C'est sûr que par rapport à Lubitsch, l'écriture de Wilder est plus pâteuse, oui. Disons, on sent que tout est millimétré, je ne sais pas comment dire. Enfin, oui, il y a de la lourdeur, mais c'est surtout le sentiment de percevoir la structure, et même si elle est... Je ne sais pas comment dire, il y a une perfection en fait. Oui, mais j'imagine que ça, pour des scénaristes, ça pourrait être un modèle d'équilibre. Ça manque de trous, ça manque d'aspérité, et pourtant, je pense qu'on est, comme le film est justement dur un peu, on est un peu libre de soi-même, un peu déambulé, enfin décroché, je ne sais pas comment dire. Et par exemple, moi, il y a un moment où je me suis dit, ah tiens, c'est quand même étrange. C'est cette idée assez drôle et très Wilder de la torture par les chatouilles. Du type qui dit, puisque c'est donc ils ont leurs armes, les encyclopédistes chacun, alors lui il est spécialiste de la torture chinoise, donc là encore le savoir enfin mis à profit, et où on voit le type en train de rire et d'être chatouillé, et en fait le plan dure assez longtemps, et je me suis dit, et la photographie comme ça noir et blanc, assez réaliste en réalité. Greg Toland, là, on a l'impression de certaines photos de Walker Evans, ou enfin il y a une espèce de photographie quasiment de reportage de l'époque, enfin de photo-reportage de l'époque. Je me suis dit, je suis en train de regarder un type avec un chapeau, un gangster, qui est en train d'être chatouillé à mort dans un camion, et c'est quand même complètement fou d'une certaine façon. Mais voilà, c'est des espèces de petits décrochages qui sont pas vraiment indiqués comme tels, et où on doit soi-même se dire, mais qu'est-ce que... pour que ce soit incongru, parce que l'ensemble fait qu'on suit une histoire, et donc c'est pas très incongru, quoi. C'est étonnant. Oui, ça résulte en fait de base qu'il a posé, qui mène à ça, parce qu'il y a, comme tu dis, une spécialité, mais c'était inscrit avant en fait. Oui, c'est une espèce de petit labyrinthe, et on se dit, ah mais oui, comment on en est arrivé à ce qu'un type avoue, alors qu'on lui fait juste des chatouilles entre la 13e et la 14e vertèbre. C'est quand même... Je crois que vous aviez levé la main. Non ? À propos de Barbara Stanwyck et de son personnage, justement, on la sent effectivement très forte. La première partie, c'est avec son corps, justement, on voit ses jambes, elle est au cabaret et tout. Et après, quand elle se retrouve avec... le gangster qui la récupère, elle lui dit non. Oui. C'est-à-dire que là, elle renverse c'est sa tête qui parle, là, son caractère. Oui, tout à fait. Il y a une intellectualisation du personnage féminin qui, au début, n'est que et inversement, corps. Pour ce qui est de Gary Cooper, au début, c'est un peu le chef des sept nains. Il ramène sa phrase aux phrases mal construites, toujours et tout. Donc, on voit bien qu'il est un télo au carré, et après c'est lui qui massacre le gangster à la fin. Oui, parce que
ce truc de la force qui doit se révéler, évidemment, si elle est surjouée dès le départ, ça va pas. Donc il faut que ce soit une espèce de virilité archaïque, enfin du personnage de Cooper exactement, hein, qui est toujours comme ça, y compris dans les westerns. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va attaquer, mais il faut pas l'emmerder non plus. Au bout d'un moment, voilà, ça, si vraiment on le cherche, ça va partir. Et comme il est grand, bon. Donc c'est aussi ce fonctionnement-là. Mais par contre, cette inversion que vous pointez, c'est-à-dire la femme qui n'est que corps, enfin qui n'est que danse, mouvement, etc., amour, enfin sexualité, etc., et qui ensuite acquiert une morale et acquiert une compréhension, cette inversion-là, elle est récurrente chez Hawks. On pourrait dire elle est récurrente dans tout le cinéma classique hollywoodien, parce qu'un autre film qu'on vous a montré ici, qui est Comment l'esprit vient aux femmes, de Cukor avec Judy Holliday, c'est quand même aussi un peu le même processus où on la prend pour une idiote, on l'épouse parce qu'elle est jolie, qu'elle est blonde, etc. Et puis en fait, elle va mettre ses lunettes et lire des livres à n'en plus finir. Et voilà. Donc il y a un peu toujours ça, mais c'est beaucoup plus caricatural. Tandis que là, c'est vrai que c'est plus intériorisé de la part de Stanwyck. Tout à coup, il s'agit juste de dire non. Et dire non, ça suffit à poser une morale. Il n'y a pas de fioriture psychologique autour. Il suffit de dire non aux gangsters. Et ça, c'est un acte d'un courage en fait énorme, parce qu'on voit la force qu'il y a autour. La puissance de l'argent, parce que la bague, elle est énorme par rapport à la toute petite bague de l'autre. Voilà, la puissance des armes aussi, évidemment, mais aussi d'ailleurs la puissance de l'institution mariage, parce que c'est très scabreux, cette histoire de mariage. C'est sideline dans l'histoire, mais c'est quand même assez horrifique, le fait qu'il faille se dépêcher de l'épouser, parce que, selon la loi américaine, on ne peut pas témoigner contre son mari. Donc, à partir du moment où ils seront mariés, eh bien, elle ne sera plus obligée de dire la vérité. C'est ça le truc dans les procès américains, c'est qu'on est obligé de dire la vérité. Ouais, justement, ce qui est assez beau, moi, une des choses les plus belles dans le film, je trouve, c'est ce que tu disais, Martine, avec l'histoire du livre, en fait, sur lequel elle monte. Alors, évidemment, c'est les mots, mais c'est aussi qu'ils sont à la même hauteur. Il y a quand même cette idée, quand même, au moins symbolique, d'égalité. Enfin, et bon, c'est quand même assez rare de voir ça il me semble, dans un film hollywoodien. Et je sais pas, et par rapport à ce que tu dis sur le mariage, justement, symboliquement, c'est quand même une manière je sais pas, que la rencontre, elle se fait à hauteur, en fait, égale. Enfin, même si c'est aussi pour faire rire, mais... Tu dis que c'est assez rare, mais c'est quand même le cas des comédies de remariage, où, par exemple, avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn, où ils sont déjà mariés, mais en fait, c'est inégalitaire. Oui, et où il s'agit de rééquilibrer le... Mais ce qui est drôle, c'est que là, c'est vraiment figuré, en fait. Ouais. Voilà. Oui. Là, c'est figuré par la différence de taille, par la différence de milieu, par la différence de vocabulaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, elle débarque avec son lexique, puisqu'elle est là pour ça, puisqu'il est allé la chercher pour amener un monde, on pourrait dire, d'une certaine façon. Sauf qu'en amenant un lexique, il amène un corps. C'est ça qu'il n'avait pas vu, quoi. Et il amène un corps, il amène une pulsation, un rythme. Et alors le conga, ceux qui sont venus voir Ma sœur et du tonnerre quand on l'a passé ici, voilà, c'est la même danse que dans Ma sœur et du tonnerre. Et c'est aussi particulier. Il y a il y a une touche sexuelle, même dans cette toute petite danse comme ça, qui font cette petite farandole qu'ils font. Donc évidemment, c'est le ver dans le fruit si on veut, mais on ne peut pas importer quelqu'un et qui soit seulement le représentant d'un sociolecte. En réalité, quand on l'amène, on amène une femme avec son corps et la pulsion qui va avec. Puis ce qui est quand même marrant, c'est qu'il montre que les 7 nains, ça les travaille quand même. Et donc que le type qui a volé la confiture de fraises, il dit oui, I had a craving, hein, comme une femme enceinte pour les fraises. Et donc parce qu'il étudiait les fraises justement, c'est-à-dire qu'à un moment on peut pas seulement lire des livres sur les fraises et que ça vous titille pas. Donc c'est ce point je pense que c'est ce point de rencontre entre l'abstrait et le physique qui reste actuel, enfin, d'une certaine façon, qui nous intéresse dans le film et qui est au cœur, alors pour le coup, je pense aussi du cinéma classique hollywoodien. Soit c'est des rapports entre la loi, c'est-à-dire le mariage comme ayant uni 2 personnes, mais en fait, elles ne sont pas bien unies physiquement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne colle pas et il va falloir tout un film pour
pour le refaire, soit c'est... Enfin, mais voilà, il y a toujours ce point de rencontre entre quelque chose d'abstrait et qu'il faut l'allumette, justement, pour faire que ça prenne véritablement. Et c'est aussi l'objet, me semble-t-il, je m'avance bêtement, mais de la comédie musicale. C'est-à-dire qu'il se cherche quelque chose dans le genre comédie musicale, du point de contact, alors on pourrait dire entre la chanson et la danse, ou entre la vie dialoguée, réaliste, et le moment de décrochage du numéro. Enfin voilà. Mais tout ça, ça cherche la même chose, et qui est une sorte d'étincelle vitale. Peut-être parce que le cinéma, derrière la tête, on se dit mais le cinéma c'est mort, c'est en 2 dimensions, ça a été filmé, donc comment faire pour que ce soit pas mort, quoi. Peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Bon, sur ces paroles un peu générales sur la vie, je vous remercie d'être venu et resté. Merci Charlotte, et donc on se retrouve l'année prochaine, à partir d'octobre, voilà, pour un cycle sur la comédie musicale. On peut dire qu'on va commencer avec 42e rue. Ah oui, oui. Voilà. 42e rue et l'excellent Busby Berkeley, voilà, qui est toujours quelqu'un de très étonnant. Donc on commence en réalité par de la mise en scène. Donc je suis très contente de... Et je crois que c'est une nouvelle restauration, non, de 42e rue, ou en tout cas qu'il a été... Voilà. Oui. Donc parlez-en autour de vous. Merci, rentrez bien.